On va commencer. Merci, Monsieur le Ministre. Vous êtes notre dernière personnalité à être auditionnée par notre commission d'enquête, puisque nous avons commencé ces auditions à la fin du mois de janvier, qu'on a voulu. On a commencé par tous les anciens ministres qui, depuis 2012, avaient eu sous leur responsabilité soit la transition écologique et le logement ou le logement, et on a voulu terminer par les 3 ministres aujourd'hui qui sont en exercice. Et donc on a auditionné la semaine dernière Agnès Pannier-Runacher, Christophe Béchu, et donc on termine avec vous ce cycle des auditions de notre commission d'enquête qui ont également été ponctuées par un certain nombre de déplacements dans l'Isère chez monsieur le rapporteur, dans les Alpes-Maritimes, mais également à Bruxelles. Et donc je pense qu'on a fait autant que faire possible, un tour très très complet, un spectre très très large sur tout ce qui touche aux politiques publiques en matière de rénovation énergétique. Donc merci à vous de votre présence. Vous occupez cette fonction depuis le mois de juillet 2022. Auparavant, vous avez été notamment président de l'ANRU de 2017 à 2022 et maire de Clichy-sous-Bois de 2011 à 2022. La semaine dernière, la Première ministre a présenté ce que le gouvernement retenait des travaux du Conseil national de la refondation logement. Ces annonces ont été jugées très décevantes par beaucoup et pour ce qui concerne la commission d'enquête aujourd'hui, au regard des réflexions présentées par le groupe consacré à la transition écologique des logements qui avait formulé nombre de propositions intéressantes et pertinentes. Renouveler les annonces sur le déploiement de France Rénov et des accompagnateurs ou indiquer le dépôt d'une proposition de loi sur le prêt avance rénovation dont une centaine seulement a été accordée, c'est vraiment, vous me l'accorderez, peu de choses. Quant à porter le nombre de rénovations performantes à 200 000 en 2024 grâce au renforcement de MaPrimeRénov', c'est certes nécessaire, mais cela semble encore manquer de perspective quand la stratégie nationale bas carbone en programmait plus de 500 000 en moyenne et 700 000 dans les années à venir. De fait, depuis 2022, le sujet de la rénovation énergétique des logements n'a pas quitté le cœur de l'actualité. Il y a une vraie effervescence sur le sujet. Les Français y sont désormais fortement sensibilisés, mais ils se posent encore beaucoup de questions et sont pris parfois par le doute. Certains points sont positifs, comme le cadre défini pour les années à venir par la loi Climat et Résilience ou le réel succès numérique de MaPrimeRénov' qui montre une dynamique de rénovation. Mais il y a, vous le savez, de vrais défis à relever sur lesquels nous voudrions vous entendre cet après-midi pour massifier les rénovations performantes et surtout pour créer un véritable cadre de confiance. Nos concitoyens ont l'impression que le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, a été rendu opposable avant même que sa fiabilité ne soit garantie et que les professionnels ne soient à même de le mettre en œuvre de manière satisfaisante. Les exemples abondent de logements ayant obtenu une notation différente selon le diagnostiqueur, voire de logements dont la notation a été dégradée après des travaux de rénovation. Sans compter la difficulté de son application aux logements construits avant 1948 qui inquiète énormément tous les défenseurs du patrimoine et des paysages. Vis-à-vis des entreprises, nos concitoyens redoutent les fraudes et les malfaçons. Dans ce contexte, le label RGE, reconnu garant de l'environnement, semble décourager nombre d'entreprises sans apporter de vraies garanties. Par ailleurs, lorsqu'ils veulent effectuer des travaux, nos concitoyens sont confrontés à un maquis d'aides et de conseils, parfois contradictoires ou inappropriés, qui découragent bon nombre d'entre eux. Nous entendons un grand besoin, depuis le début de nos auditions, de simplification, de neutralité et de proximité. Nous avons eu l'impression, dans nos déplacements, qu'en voulant accélérer les rénovations
à travers MaPrimeRénov' ou les C2E, on a déconnecté cette politique des acteurs de terrain, artisans ou collectivités, ce qui facilite les fraudes qui sont souvent mal détectées ou punies en raison de la fragmentation des contrôles. Si le parc social est prêt, mais manque aujourd'hui de fonds propres pour accélérer, dans le parc privé, il y a au moins 3 difficultés. En raison des limites actuelles du DPE, il y a de vraies interrogations sur son impact sur le marché de l'immobilier et la possibilité que nombre de logements soient retirés du marché locatif ou que des propriétaires subissent des préjudices patrimoniaux importants, tout particulièrement dans l'ancien. Ensuite, le calendrier de la loi climat-résilience semble peu adapté au temps nécessaire et au mode de décision dans les copropriétés plus particulièrement. Comment rendre les copropriétaires solidaires, faciliter la prise de décision et, malgré tout, prendre en compte ces spécificités dans le calendrier. La troisième difficulté que nous avons pu identifier et que nous avons entendue au cours de ces auditions, c'est celle du financement. Financement collectif au niveau des collectivités, mais aussi financement individuel en raison des difficultés à cumuler les aides, à réduire le reste à charge et à accéder à des prêts adaptés aux besoins. Je sais que le gouvernement travaille sur tous ces sujets. Je souhaite, ainsi que l'ensemble des membres présents ici, que vous puissiez nous en dire plus aujourd'hui. Avant de vous laisser la parole, Monsieur le Ministre, pour répondre à ces premières questions, donc il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site Internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Aussi, Monsieur le Ministre, je vous invite donc à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie et donc je vous laisse la parole pour répondre à ces premières questions, faire votre propos introductif. Ensuite, on laissera la parole, bien évidemment, à Monsieur le rapporteur et à l'ensemble des membres de notre commission d'enquête qui assistent à votre audition. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Tout d'abord, je tiens à saluer le travail conséquent de votre commission et, comme vous l'avez rappelé, j'ai compris que cette audition de plusieurs mois, de plusieurs déplacements s'achève aujourd'hui avec cette audition. Je n'oserais avoir l'outrecuidance de dire que vous avez gardé le meilleur pour la fin, parce que j'en suis pas absolument certain, mais en tout cas, je ferai de mon mieux. Le sujet de la rénovation énergétique est un sujet, comme vous l'avez rappelé, à fort enjeu, et il connaît aujourd'hui chez nos concitoyens une visibilité importante, et je crois qu'il faut s'en réjouir. C'est un sujet important pour le climat, évidemment, mais également pour la vie de nos concitoyens, en particulier les plus fragiles, en termes de pouvoir d'achat, mais également de santé. Dans ce contexte d'urgence climatique, couplé à une période d'inflation encore soutenue, il ne faut pas opposer fin du mois et fin du monde. En un mot, l'urgence environnementale est surtout une urgence sociale. Aussi, si le sujet dispose de cette visibilité aujourd'hui, s'il est désormais une préoccupation pour beaucoup de nos concitoyens, je crois que c'est à mettre au crédit de la politique menée depuis 2017. En effet, quoi qu'on en pense, le DPE opposable a fait de la performance environnementale un critère prioritaire dans le choix d'un logement. Le lancement de MaPrimeRénov' a installé la rénovation au cœur du débat public. Il a fait entrer l'éco-geste dans tous nos foyers. C'est un premier succès essentiel qui nous expose et nous oblige, d'autant plus que les résultats sont scrutés, comme par vous aujourd'hui, avec une attention constante, et c'est légitime. S'agissant des résultats, je défends haut et fort la dynamique historique initiée sous le quinquennat précédent et sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour accélérer. Ce bilan est positif. Quelques chiffres.
Depuis son lancement en 2020, MaPrimeRénov' a permis d'aider plus de 1,5 million de Français à se lancer dans un projet de travaux de rénovation énergétique pour plus de 6 milliards d'euros engagés. 5,6 milliards d'euros engagés, pardon. 2 bénéficiaires sur 3 de MaPrimeRénov' disposent de ressources modestes ou très modestes, quand le crédit d'impôt en vigueur jusqu'en 2019 bénéficiait pour près de moitié à 45% des ménages des déciles 9 et 10 de revenus. Sur les dossiers payés depuis le début de l'année, le gain énergétique annuel moyen par logement est en hausse de 30% par rapport à 2021 et 80% supérieur au gain constaté sur l'ancien CITE. Depuis 2020, plus de 185 000 rénovations globales ont été financées, à travers notamment MaPrimeRénov' Sérénité, dont près de la moitié correspondent à des sorties de passoires. S'agissant de l'habitat collectif, les objectifs de MaPrimeRénov' copropriété ont été dépassés en 2022 avec plus de 25 000 logements rénovés, dont 10 000 seulement en 2021. Les aides ont été relevées en début d'année pour atteindre un objectif d'au moins 40 000 logements en 2023. Si les volumes restent donc relativement modestes, et vous l'avez rappelé, la dynamique est très positive et nous la soutenons activement, sans réduire l'ambition des projets dont le gain énergétique est supérieur à 50% en moyenne. Bref, les résultats sont là. Pour autant, rappeler ces réussites concrètes, tangibles, ne veut pas dire que tout est parfait, loin de là. Je comprends que d'autres constats interrogent, que des attentes subsistent dans le débat public, notamment face à la nécessité d'accélérer encore pour atteindre nos objectifs de 2030. C'est la raison pour laquelle plusieurs chantiers d'ampleur sont en cours. Notre feuille de route est claire. Pour aider toujours plus efficacement les ménages à rénover leur logement, nous avons 2 priorités. L'accompagnement est essentiel pour que les rénovations soient adaptées aux besoins et soient plus ambitieuses. C'est le sens du partenariat avec les collectivités pour inscrire France Rénov' dans la durée et renforcer la couverture du territoire avec un objectif d'un guichet par EPCI d'ici 2025, inscrit dans la feuille de route du gouvernement. La refonte de notre système d'aide en 2 piliers, comme nous l'avons annoncé hier avec Christophe Béchu et Agnès Pannier-Runacher. Pour le rendre plus lisible et mieux répondre à nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre, de la consommation énergétique et de l'éradication des passoires thermiques, voilà 2 piliers. Donc, un pilier efficacité pour maintenir un socle d'aide par geste centré sur l'installation de systèmes de chauffage décarbonés et accompagner la sortie des énergies fossiles. Un pilier performance pour créer une voie réservée, unique, vraiment incitative pour la rénovation énergétique permettant d'atteindre des étiquettes A, B, C du DPE en 1 ou 2 étapes. Ce parcours sera systématiquement suivi par un accompagnateur Rénov' dont la prestation sera couverte intégralement pour les ménages les plus modestes grâce à un nouveau programme de C2E national doté de 300 millions d'euros. C'est vers ce parcours que seront orientées toutes les passoires thermiques auxquelles il est indispensable d'apporter un traitement global. S'agissant plus spécifiquement des copropriétés privées dont vous avez parlé, nous nous appuierons sur la dynamique très positive engagée à travers MaPrimeRénov' copropriété, qui fera partie intégrante du pilier performance. Comme pour les maisons individuelles, nous ferons évoluer le dispositif pour atteindre en 1 ou 2 étapes les étiquettes les plus performantes du DPE. Le calendrier de mise en œuvre de ces évolutions sera adapté et plus progressif pour tenir compte du temps nécessaire aux projets collectifs et sécuriser ceux déjà en cours de discussion ou de montage. Enfin, les évolutions des barèmes en discussion viseront à répondre à certaines problématiques spécifiques. Je pense notamment au cas des copropriétés fragiles, voire en difficulté, qu'ils soient dans un dispositif d'OPA, de plan de sauvegarde, car la réalisation de travaux de rénovation lourdes permettant de réduire les factures est la bonne réponse structurelle pour résorber les difficultés financières des copropriétés et des copropriétaires. Deuxième adaptation, l'adaptation des critères des aides aux impossibilités techniques ou contraintes architecturales, notamment dans les centres anciens. J'en profite pour dire également un mot sur la question du parc locatif privé.
qui représente plus de 2/3 de l'habitat collectif, sur laquelle nous pourrons revenir, mais sur lequel il est extrêmement important d'avancer. Les propriétaires bailleurs disposent aujourd'hui des mêmes aides que les propriétaires occupants. Certains dispositifs spécifiques leur sont dédiés, par exemple le déficit foncier. Je crois que notre enjeu prioritaire est celui de la mobilisation de tout l'écosystème pour faire levier sur les moyens existants. Et c'est le sens du comité des partenaires que j'ai installé sur ce sujet mi-avril et que je réunirai une nouvelle fois au début du mois de juillet. S'agissant enfin du parc social, je commencerai par souligner l'ambition pleinement partagée avec le mouvement HLM pour que le secteur prenne toute sa part à nos objectifs de décarbonation d'ici 2030. La transition écologique sera un axe structurant du pacte de confiance que nous conclurons, sur lequel nous travaillons d'arrache-pied à la demande de la Première ministre avec les bailleurs. Les travaux menés sur la trajectoire de rénovation sont fructueux, permettent de définir le chemin qu'il convient de décliner au sein des groupes. Mais je sais évidemment les interrogations quant au financement de cet effort sans précédent. La Première ministre a annoncé la semaine dernière, lors de la restitution du CNR, la création du dispositif Seconde Vie pour permettre le rechargement des avantages fiscaux de la production neuve lors d'opérations de rénovation lourdes. Le succès de l'expérimentation lancée cette année, dont les premiers projets déposés sont en cours d'instruction, laisse présager une belle dynamique avec un objectif de 10 000 logements réhabilités chaque année dans le cadre du dispositif Seconde Vie. Au-delà de cette annonce, le pacte de confiance prévoira un dispositif d'aide à la rénovation énergétique à concevoir de telle sorte qu'il bénéficie en priorité aux bailleurs ou groupes dont la situation financière ou patrimoniale le nécessite le plus. Pour conclure ce propos liminaire, je m'arrêterai sur 4 conditions transversales de réussite de la feuille de route que je viens d'essayer de vous esquisser. Première condition, l'implication des collectivités territoriales tout d'abord et la bonne coordination de leurs actions avec celles de l'État. S'agissant de la rénovation des logements, je pense notamment à leur rôle indispensable en matière d'accompagnement à travers France Rénov' ou par la distribution des aides à la pierre déléguées qui constitueront le socle du pilier performance de demain. Deuxième condition, la mobilisation accrue des sources de financement privées en complément des moyens publics ciblés prioritairement sur nos concitoyens les plus modestes. Nous menons avec les banques des travaux pour déployer davantage l'offre de prêts réglementés. D'autres propositions complémentaires et innovantes, comme issues du CNR Logement, de créer une banque de la rénovation, sont à investiguer avec attention, mais nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Enfin, la structuration, ensuite, la structuration des filières, car nous ne pourrons relever les défis devant nous sans l'engagement de nos entreprises et de nos artisans. Le point d'équilibre à trouver est subtil, notamment sur le débat sur les évolutions du label RGE, pour simplifier les lourdeurs administratives tout en renforçant les exigences de qualité, notamment par la formation. Enfin, cette fois-ci c'est un vrai enfin, la lutte déterminée contre la fraude, car il en va de la bonne gestion des deniers publics et de la crédibilité de notre politique auprès des Français. La fraude ne doit jamais être un argument contre le développement de notre action et les moyens que nous y consacrons pour atteindre nos objectifs. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, les principaux éléments dont je voulais vous faire part et je vais l'essayer en tout cas à votre disposition. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces propos introductifs. Je compte bien sûr sur l'ensemble de nos collègues. Je pense qu'ils vont vous poser un certain nombre de questions et on va commencer bien sûr par le rapporteur. Merci, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre déjà pour ces éléments. Moi j'avais effectivement quelques questions et puis remarques et notamment par rapport peut-être aussi aux annonces du coup qui ont été faites hier sur la question de la rénovation thermique, donc peut-être aussi des questions peut-être de précision par rapport à ce qui a pu être annoncé. Et peut-être d'abord, c'est vrai que vous l'avez bien, je pense, bien formulé en fait sur le fait que en matière de rénovation thermique, on voit qu'on a
trois gros blocs, trois problématiques un petit peu différentes, avec l'habitation individuelle et privée, le collectif et privé, et plutôt en termes de copropriété, qui est du coup une autre problématique, et puis le collectif et le logement social, et donc là, sur lequel on peut distinguer aussi d'autres aspects, d'autres problématiques, en tout cas pour arriver justement à la fois assez rapidement et à massifier justement la rénovation thermique. Sur l'individuel, où on peut se dire que c'est peut-être à la fois le plus complexe, parce que c'est vrai que voilà, une diversité en tout cas de cas qui peuvent être très différents. Ce que j'ai compris, mais c'est là où déjà j'avais peut-être une première question, c'est que dans les annonces d'hier, j'ai compris qu'en tout cas la volonté du gouvernement était de plutôt réorienter en tout cas sur de la rénovation globale. Alors maintenant vous avez appelé, je crois, des travaux d'ampleur. Donc du coup, ma première question, c'était de savoir derrière ce terme, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que c'était du BBC? Enfin, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce terme, et vers quoi on ciblait en tout cas sur cette rénovation globale, et donc ces travaux d'ampleur. Et c'est vrai qu'on voit, et dans les orientations et puis les différentes auditions qu'on a pu avoir et puis les différentes enquêtes qui ont été faites, que c'est vraiment un point sur lequel on peut dire qu'on a été le plus faible, où on a eu très peu de rénovation globale. Vous en annoncez 20 000. Enfin bon, voilà, on peut discuter sur les chiffres, mais on voit que c'est quand même très faible, et qu'une très grande partie, en tout cas, de ma prime rénov et du financement est allée plutôt sur des gestes simples, et sur ces gestes simples, en très grande majorité, sur le changement de chaudière. Et c'est vrai que dans les annonces, je trouvais qu'il y avait un peu deux éléments, puisque j'entendais plutôt le ministre Béchu annoncer plutôt de dire qu'il fallait aller très rapidement sur le changement de chaudière et sur la décarbonation, qui est peut-être quelque chose effectivement d'intéressant, mais du coup d'agir très rapidement et très vite sur cette question de la décarbonation et du changement de chaudière, et donc du coup de passer avec de la pompe à chaleur. Donc déjà, c'était voir comment on pouvait articuler ces deux aspects, c'est-à-dire à la fois cette volonté de vouloir aller très vite sur ce changement de chaudière et sur la décarbonation, mais en même temps motiver l'ensemble des propriétaires à aller plutôt sur de la rénovation globale. Et donc à quel moment en fait vous estimez que cette orientation va se faire, à quel moment en fait on va orienter justement ces propriétaires sur des choix qui font que la chaudière arrivera peut-être en bout de course, mais en tout cas dans leur parcours de rénovation. Et donc en fait ça me pose la question de savoir quand est-ce que l'accompagnateur rénov arrive en fait dans ce schéma. Est-ce que à chaque fois qu'il y aura une demande de subvention et d'aide, du coup il y aura forcément l'accompagnateur rénov? Est-ce que c'est quand il y a une volonté justement d'aller sur de la rénovation globale que là on devra passer vers l'accompagnateur rénov? Mais donc du coup ça veut dire si c'est ce deuxième cas, on sait aussi qu'il y a beaucoup de gens liés aussi aux publicités, aux sites internet, etc., qui vont directement sur le changement de chaudière sans se poser d'autres questions. Donc comment justement on arrive à mieux orienter par rapport à ce qui a pu être fait? Donc ça, c'était mes premières questions déjà sur la question, enfin sur la partie plutôt individuelle, et puis une autre aussi dans les annonces qui ont été faites hier, il y avait et ça c'est vrai quelque chose qu'on avait bien vu et sur lequel on avait aussi appuyé, sur le fait de lier entre ma prime rénov et les C2E, et d'avoir quelque chose de beaucoup plus lisible et de mieux harmonisé en tout cas sur les orientations. J'ai vu que c'était la volonté, j'ai pas vu vraiment de précision derrière, et même un aveu aussi, je crois, de la ministre, qui disait que c'était compliqué, enfin en tout cas à mettre en place. Mais est-ce que déjà vous avez des pistes sur cet aspect-là? Ensuite, sur les copropriétés, on sait que c'est à la fois là où on peut massifier, mais là où c'est aussi très compliqué. Et il y avait la question du DPE. C'est vrai qu'on a vu que sur la mise en place du DPE et du DPE opposable, sur les copropriétés et sur le collectif, ça pouvait poser un certain nombre de problèmes, avec des logements qui se retrouvaient du coup type passoire thermique, ou en tout cas qui risquaient de ne plus être louables, mais intégrés dans une copropriété dans laquelle on a d'autres logements qui, eux, sortent plutôt qui du coup reste louable. Et donc du coup cette problématique en fait de déclencher des travaux alors qu'on a des propriétaires qui ne sont pas sur le même plan. Et donc savoir si la question, parce que je crois que ça a été aussi évoqué, du DPE collectif,
pouvait être quelque chose d'envisageable en tout cas, et d'avoir un DPE collectif plutôt opposable sur les copropriétés, qui permettait justement d'avoir plutôt cette vision globale et plus de solidarité en tout cas sur l'avancée des travaux. Et puis ensuite sur la partie bailleurs sociaux, qui peut être le troisième bloc, c'est vrai que quand les différentes auditions qu'on a fait avec les différents acteurs, ce que je trouvais plutôt rassurant, c'est que tous nous ont dit on est volontaire, on sait faire, et c'est vrai que c'est le parc d'ailleurs qui est le plus en avance, et on a envie de tenir en tout cas les objectifs. Donc c'était plutôt quelque chose, je trouve, de très positif. Mais en gros, il nous faut des moyens. Et donc je dirais que c'est peut-être la partie la plus simple en fait, et peut-être la plus simple où on peut avancer très fortement, à condition qu'on mette les moyens suffisants. Et qu'on puisse vraiment apporter justement ces moyens aux bailleurs sociaux pour pouvoir avancer très rapidement. Et c'est vrai que là, j'ai pas forcément vu encore d'annonce très précise justement sur les moyens supplémentaires, en tout cas le moyen de financement au niveau des bailleurs sociaux. Et donc voilà, ça pouvait être une autre question. Ensuite, pour terminer, il reste deux questions. Il y avait le lien peut-être, parce qu'on a auditionné à la fois le ministre de l'écologie, Madame Pannier-Runacher, et puis vous-même, et donc le lien entre les différents ministères. Ce que je disais un petit peu au début, des fois, parfois les objectifs qui peuvent être peut-être différents suivant les ministères. Comment de votre côté vous le vivez, en tout cas, ministère du logement, le lien avec le ministère de l'écologie et avec les orientations, puisque c'est vrai. On peut se dire que ministère du logement, vous avez peut-être plutôt des exigences justement sur de la rénovation globale, sur le confort lié à la santé et je dirais à l'aspect social et du coût du chauffage. C'est vrai qu'on peut avoir une orientation au ministère de l'écologie plutôt à aller très vite sur la décarbonation, quitte à mettre de côté justement la question de la rénovation. Donc comment vous arrivez à allier avec l'ensemble des ministères et est-ce que ça vous paraît en tout cas une bonne coordination, et puis savoir, parce que ça c'est aussi quelque chose, mais je crois que Madame la Présidente l'a abordé, sur la question d'une loi de programmation, puisque c'est vrai que dans les retours qu'on peut avoir, c'est qu'il y a besoin à la fois de lisibilité dans le temps, et donc d'avoir une vision à la fois financière et un objectif sur du long terme. Et donc beaucoup de vos prédécesseurs ont plutôt plaidé pour une loi de programmation. Donc je voulais aussi avoir votre avis sur ce sujet. Voilà, merci. Voilà, Monsieur le Ministre, déjà un certain nombre de questions auxquelles je suis sûr vous allez nous apporter des réponses intéressantes. Alors, je vais essayer. Sur les deux piliers, hein, efficacité et performance. Vous l'avez dit, c'est ce que j'ai essayé de vous dire. La partie performance, avec systématiquement la présence d'un accompagnateur rénov, cofinancé par les C2E, c'est vraiment un objectif pour que chacun ait toutes les informations en sa possession pour connaître, notamment, si j'ose dire, le retour sur investissement des travaux qu'ils vont mener, et avec un objectif de 200 000 rénovations performantes, donc c'est un x3 par rapport à ce qui était prévu jusqu'à présent. Une rénovation globale et performante, je crois l'avoir dit, mais je le redis parce que c'est important, c'est arriver à une étiquette A, B ou C en une ou deux étapes. Et ça, c'est les informations que donnera l'accompagnateur, hein, qui a vraiment ce rôle d'orientation et d'accompagnement. Et notre objectif par rapport aux différents modes de financement, C2E, MaPrimeRénov', etc., c'est bien que d'une certaine manière, ces questions-là ne se posent pas à celui qui dépose son dossier MaPrimeRénov', que ça soit pour lui transparent, le plus simple et le plus lisible possible, la manière dont il va récupérer. Lui, il n'a pas forcément besoin de savoir si c'est des C2E ou un autre dispositif qui finance sur l'accompagnateur. Comme je l'ai dit, c'est des C2E. Ensuite, pour atteindre les 200 000 rénovations performantes, il y a bien évidemment des efforts financiers à faire dans le cadre du plan de la loi de finances 2024. On établira les sommes nécessaires. Si je peux me permettre, oui, bien sûr. En précision, parce que c'est vrai qu'on a un peu
pour l'instant encore un peu du mal à avoir vraiment la définition de l'accompagnateur de rénov, à quel moment il intervient dans le processus. Donc, et c'est vrai que la porte d'entrée, c'est... Ma question du coup était de... est-ce que du coup l'accompagnateur rénov, c'est-à-dire quelqu'un qui veut rénover sa maison et qui a la volonté d'aller justement dans nos rénovations d'ampleur, du coup va faire appel à mon accompagnateur rénov systématiquement, oui. Systématiquement, mais est-ce que c'est systématiquement pour toucher des aides quelles qu'elles soient, ou c'est vraiment parce qu'il y a la volonté d'aller sur de la rénovation globale? Enfin, en fait, ma question, c'est de savoir, c'est que quelqu'un qui va être dirigé, par exemple, sur un site internet où on va lui dire, bon, en gros, changez votre pompe à chaleur et il suffit de remplir le dossier, etc. Comment ces personnes-là, on les réoriente, alors, en fait, justement, pour leur dire, attention, si on est sur un seul geste, le changement d'une pompe à chaleur et donc de la fourniture d'énergie, on peut rester potentiellement dans le pilier efficacité. Donc c'est vraiment le rôle de l'agence France Rénov, du premier contact. Et d'ailleurs, on souhaite mieux utiliser les maisons France Service comme lieu d'entrée là où c'est nécessaire pour avoir un contact physique entre le potentiel particulier qui va lancer des travaux. Et donc, la première étape, c'est passer par une agence France Rénov, ou de manière physique ou de manière dématérialisée. En fonction des échanges qu'il y aura avec le conseiller France Rénov, il y aura une première évaluation qui dira si on est dans le pilier efficacité ou dans le pilier performance. Et parfois, on pourra aussi passer d'un pilier à l'autre en fonction du travail. C'est pour ça que la règle actuelle, c'est accompagnateur pour la rénovation globale et performante, parce qu'il y a plusieurs gestes et qu'il faut avoir l'ensemble des informations pour sortir de l'étiquette. Mais à un moment, rien n'empêche l'accompagnateur de dire, au final, vous n'avez qu'un seul geste et vous allez dans un des piliers. Mais c'est vrai, et on le sait, c'était le risque qu'on a connu jusqu'à présent. Parfois, dans le monogeste qui était utile pour la planète en fonction de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, ça n'avait pas forcément tous les avantages qu'on aurait souhaité, parce que changer sa chaudière tout en en étant à l'intérieur d'une passoire, donc c'est aussi vraiment le rôle du premier contact, d'essayer d'évaluer. Il y a toute une série de questions qui doivent être posées par le conseiller France Rénov avant d'envoyer vers un accompagnateur. Sur les autres questions, le DPE, aujourd'hui, la règle, c'est un DPE individuel au logement, parce que c'est le niveau d'entrée sur la lutte contre les passoires thermiques. Il n'y a pas d'opposabilité du DPE collectif. Néanmoins, le DPE collectif peut rester un outil à disposition d'une copropriété pour connaître la situation de son immeuble. Vous avez raison, ça reste une vraie question, puisque on le sait, un certain nombre de copropriétaires, bailleurs ou occupants peuvent, dans un certain nombre de cas, se retrouver avec un logement d'une certaine étiquette. On peut toujours prendre l'exemple d'un bâtiment exposé au nord sous un toit terrasse, dans un chauffage à gaz. Est-ce qu'il sera capable de sortir tout seul de son étiquette si la copropriété n'a pas mis en œuvre ou décidé des travaux nécessaires? On peut se poser la question dans quelques cas. Mais aujourd'hui, la règle reste celui du DPE individuel et le DPE collectif, seulement un outil d'aide à la décision de la copropriété. Mais ça reste un sujet qui est présent dans notre esprit, dans le travail que l'on souhaite mener, dans l'accompagnement des copropriétés et leur capacité à décider des travaux et à les financer. Oui, alors je reviens à votre question sur les modes de chauffage, et c'est pour ça que je disais que la frontière est parfois ténue entre efficacité et performance. Il est hors de question pour nous qu'un conseiller France Rénov laisse engager un particulier vers une transformation, un monogeste qui serait parfaitement inutile. Donc c'est vraiment important que cette phase d'entretien et d'échange, de premier échange, permettent de dire à une personne, oui, vous avez vu une publicité, vous pensez qu'il vous faut passer sur une pompe à chaleur, mais
vérifions ensemble quel est l'état de votre logement avant de... Et puis, si on se rend compte qu'il y a un décalage, il faut orienter vers le bon pilier. Et ça, c'est vraiment le sens de notre démarche. Pour ce qui est des bailleurs sociaux, alors je partage avec vous leur volontarisme, et c'est extrêmement important pour nous. C'est un point d'appui extrêmement favorable aux démarches qui sont les nôtres. Le travail que l'on mène avec Action Logement, la future signature de la nouvelle convention quinquennale, le travail que l'on mène avec l'USH et notre volonté de signer avant le congrès HLM, en tout cas je le souhaite, le pacte de confiance nous oblige à travailler, à donner les moyens, notamment aux bailleurs les plus fragiles, d'être dans cette dynamique de réhabilitation. Il y a le dispositif Seconde Vie qui va être développé après son expérimentation, donc ça donne accès à l'exo de TFPB pour les bailleurs qui auront fait des réhabilitations tellement lourdes qu'on pourra considérer que l'immeuble est neuf. Mais ce ne sera pas suffisant et tout ne rentrera pas dans le dispositif Seconde Vie. Donc il est important de travailler avec les bailleurs, avec leurs fonds propres, les prêts auxquels ils peuvent avoir droit ou des prêts à inventer pour que le parc social ait une réhabilitation thermique à la hauteur des attentes. Dernière question. Pardon, oui. Enfin, du coup, vous nous confirmez qu'il n'y a pas d'orientation budgétaire spécifique? Non, la Première ministre a annoncé un fonds d'aide à la rénovation énergétique du parc social. Et dans le cadre du travail que l'on mène actuellement avec l'USH, on définira le niveau de cette aide. Il y avait 200 millions sur le budget 2023 au titre du FNAP. Et on verra dans un plan pluriannuel combien on devra inscrire pour accompagner les bailleurs dans cette dynamique. Sur le lien entre les ministères, je crois qu'il y a une grande complémentarité entre nos objectifs. D'abord parce que, les questions climatiques se posent à nous, que la question de la rénovation urbaine, pour ma part, dépasse la question du logement. Vous connaissez mon attachement à la question des équipements publics et en particulier des équipements scolaires. Et donc, il est extrêmement important aussi de décarboner et de faire évoluer le patrimoine bâti, en particulier le patrimoine scolaire, en confort d'hiver, confort d'été. Et donc, c'est le sens du fonds vert et des aides que peuvent apporter la DSIL, la DTER ou d'autres financements. Et moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait, au contraire, de coins à mettre entre nos dynamiques. Elles sont, comme ça a été démontré hier, dans une grande complémentarité. Ensuite, une loi de programmation, j'ai le sentiment qu'on va y... Enfin oui, comme l'a dit mes collègues, je pense qu'il faut... Alors, il y a déjà un certain nombre de lois de programmation qui sont en cours. Mais c'est pas l'avis de Christophe Béchu. Lui, il a souhaité, il n'est pas favorable à une loi de programmation. Non, mais on a déjà des lois de programmation qui courent sur ces questions-là. Et c'est, je crois, la cohérence qui convient de continuer. Certains professionnels nous ont dit loi de programmation pour 5 ans, reconductible 5 ans de plus. Par rapport à l'existant, je vois pas ce que ça apporterait de... Oui, enfin, on a déjà des règles en cours. Laisser la parole à nos collègues. Moi, je voudrais revenir. Vous avez parlé de la mobilisation de tout l'écosystème avec un comité des partenaires que vous avez installé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qui est ce comité des partenaires? Comment voilà, vous attendez qu'il travaille avec vous et avec vos services? Et un deuxième point, l'AFNAIM parle d'une vente en état futur de rénovation énergétique, c'est-à-dire un contrat de vente qui soumettra la transaction à la réalisation de travaux de rénovation énergétique par les vendeurs en intégrant le prix des travaux dans le prix de la vente. Je voudrais connaître votre avis sur cette proposition. Alors,
J'entends les inquiétudes portées par un certain nombre de partenaires sur, la capacité de tenir le calendrier de la loi climat et résilience, les difficultés techniques de mettre en œuvre des réhabilitations dans l'habitat collectif. Et donc, pour pouvoir partager ensemble ces difficultés, essayer de trouver des sorties, on a mis en place ce comité mi-avril, je crois, avec, alors il y avait la FNAIM, l'UNIS, le troisième m'échappe, l'UNPI, voilà, et puis un certain nombre d'acteurs du bâtiment. Donc on regarde ensemble les freins qui peuvent exister. Moi, je continue à penser que le calendrier est une cible vertueuse, parce que aujourd'hui on a des locataires qui vivent dans des passoires thermiques, et on ne peut pas les laisser vivre dans de telles conditions. Mais j'entends aussi les inquiétudes que portent les acteurs du logement, et ils connaissent cet écosystème. Donc c'est important qu'on travaille ensemble, qu'on essaye de comprendre les freins, et qu'on essaye de les lever. L'autre question, pardon. Des travaux et ensuite ça serait donc dans le prix des travaux, lorsque dans le prix de vente, les travaux seraient intégrés dans le prix de vente. Est-ce que vous pensez que c'est de nature aujourd'hui il n'y a pas d'interdiction de vente d'une passoire thermique. Par exemple, l'annonce de la Première ministre lors du CNR de dire qu'on pourrait bénéficier du PTZ dans l'ancien sous réserve, en zone détendue sous réserve de travaux énergétiques, rentre dans cet esprit. La capacité que l'on donne de créer du logement intermédiaire dans des dispositifs d'acquisition, amélioration, peuvent aussi rentrer dans ces dispositifs. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, quelqu'un qui achèterait une passoire thermique pour y habiter sera immédiatement éligible aux différentes aides. Non, mais là, c'est pas tellement ça ne concerne pas que les passoires thermiques, c'est-à-dire le contrat de vente qui soumettrait la transaction à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, et ensuite on intégrerait les travaux dans le prix de vente. Ce qu'ils appellent, eux, une vente en l'état futur de rénovation énergétique. C'est une décote, mais elle est déjà... D'une certaine manière, ça reste d'une discussion de gré à gré. De toute façon, avec le DPE, on achète en toute connaissance de cause. Je vois pas bien ce que ça changerait, en fait. Je sais pas, c'est une proposition qu'ils font, Je pense que c'était une manière de plus de lisibilité par rapport à l'acquéreur, de savoir que oui, voilà, il achète un bâtiment qui va devoir de toute façon rénover, et il sait à peu près les montants et ce que ça représente du coup dans la transaction. C'est le sens du diagnostic rendu obligatoire, c'est d'éclairer le futur acquéreur de la situation de son bien. Alors, y a-t-il des questions du côté de nos collègues? Sabine Drexler. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, je voulais vous demander si vous pensez que le DPE est actuellement suffisamment adapté au bâti patrimonial. Je pense au bâti qui n'est pas protégé. Est-ce que pour vous, il prend suffisamment en compte les particularités du bâti vernaculaire, ou est-ce qu'il faudrait pouvoir l'adapter pour mieux tenir compte des qualités, notamment d'inertie et de confort d'été aussi de ce type de bâti, et pour éviter également des gestes techniques ou la pose de matériaux qui pourraient lui porter préjudice? Alors c'est une question extrêmement importante, sur laquelle on travaille avec les services du ministère de la Culture, les architectes des bâtiments de France, sur la rénovation énergétique des bâtiments patrimoniaux. On soutient une expérimentation sur ce label des performances énergétiques. Il faut
Aujourd'hui, les études montrent qu'on peut rénover aussi les bâtiments patrimoniaux. Bien évidemment, en utilisant, on ne va pas faire une ITE sur un bâtiment à colombage ou sur de la pierre de taille agrafée de la même manière qu'on pourrait le faire sur un bâtiment des années 60. Donc il faut continuer à travailler sur les évolutions techniques. Aujourd'hui, il n'y a pas de prévu d'une évolution du DPE sur sa méthodologie dans l'ancien, mais il faut, parce que l'évolution du DPE est adaptée déjà au bâti ancien. Néanmoins, on essaye de travailler à l'amélioration de ces critères pour que MaPrimeRénov' copropriété notamment puisse prendre en compte les spécificités techniques, les surcoûts éventuels des rénovations. Une rénovation par l'intérieur, c'est pas la même chose que par l'extérieur. Et ensuite, on a un certain nombre de dispositifs fiscaux, hein, le Denormandie par exemple, qui normalement, mais qui est aujourd'hui très peu utilisé, permettrait d'alimenter les travaux de rénovation dans l'ancien pour des critères écologiques et énergétiques. C'est vraiment un travail qui est en cours, mais pour l'instant, à notre analyse, le DPE tel qu'il existe aujourd'hui est adapté à l'ancien. Bon, sur le terrain, on constate quand même qu'actuellement, des gens isolent du bâti patrimonial de manière inadaptée. Donc, je pense qu'il y a aussi un gros effort de communication à faire. Hein. Ça qu'il y ait des chantiers inadaptés avec autorisation dans le cadre d'une... Parce que tout chantier de ce type est soumis à des autorisations d'urbanisme classique, que ce soit une autorisation de travaux, un permis, etc. Donc, à un moment, c'est le rôle ou de l'EPCI ou de la municipalité de ne pas laisser faire des travaux qui ne sont pas respectueux. Je ne suis pas certain que ces travaux-là aient été faits avec un accompagnateur rénov' et dans les règles de l'art. Oui, quelques petites questions. La première sur les copros. Une des hypothèses, enfin en tout cas que la Fédération des COP HLM vous avait suggéré, puisque vous savez que cette fédération, comme certains bailleurs HLM, peuvent jouer un rôle de syndic dans les copropriétés, c'était l'idée d'un contrat global de réhabilitation qui s'apparenterait un peu à un portage financier comparable aux OFS. C'est-à-dire en clair, la copropriété pourrait prendre en charge l'ensemble des travaux de réhabilitation thermique et ferait payer à chacun des copropriétaires une part étalée sur la longue durée, transmissible lors de la transmission du bien. Est-ce que cette hypothèse est travaillée quelque part dans les services, dans vos services ou dans celui de Madame Pannier-Runacher? En tout cas, ça nous paraissait être un des leviers permettant de débloquer le vote majoritaire dans les assemblées générales, qui demeure quand même un objectif important, car même si on assouplit les règles de vote, il faut quand même que les gens puissent payer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne le parc HLM. Donc, en effet, le monde HLM, je le crois, est très mobilisé pour atteindre des objectifs, mais on se doit un discours de vérité sur ce qui est réellement nécessaire. Or, on est devant une conjonction où, quand le mouvement HLM fait ses simulations d'investissement, il calcule à peu près à 9 milliards l'investissement annuel nécessaire pour les réhabilitations. Dedans, on pourrait considérer que la longue durée, c'est de l'ordre de 1 milliard, 1,1 milliard. Donc, il y a encore 8 milliards à trouver. Donc, avec des degrés de réhabilitation, disons un peu 50-50, entre très lourd et un peu moins lourd. Et quand on fait le calcul des coûts moyens avant la hausse du livret A, on arrive à 9 milliards. Et là, on arrive à un goulot d'étranglement double, qui est premièrement, ça c'est en tout cas, je crois que l'USH vous a transmis ces chiffres, on est devant un double goulet d'étranglement. On a un goulet d'étranglement fonds propres des organismes
et un goulet d'étranglement, et qui vont évidemment, d'après toutes les simulations, être particulièrement affaiblis, notamment avec la hausse des taux du livret A. Donc, on ne pourra rien obtenir de majeur et de signifiant s'il n'y a pas une consolidation des fonds propres des organismes. Et deuxièmement, d'autant plus qu'on le sait, les réhab demandent plus de fonds propres que les constructions. Et deuxièmement, le niveau des aides, puisque vous parlez d'un fonds, si on compare les objectifs à atteindre, les évolutions de coûts et les besoins, actuellement on est sur 200 millions d'euros. Le niveau d'aide calculé, toutes choses par ailleurs, comparé à ça, c'est 1,2 milliard. Donc, il faut bien prendre la mesure des choses. Et je ne crois pas que c'est par une stratégie pure sucre d'allongement des prêts qu'on va pouvoir résoudre ce problème. Donc là, on retombe dans des débats macroéconomiques liés au monde HLM, qui est notamment la RLS, les aides à la pierre, etc. Or, je sais bien que la discussion va avoir lieu, mais nous sommes sénateurs et sénatrices, et on aimerait savoir si, quand la Première ministre parle d'une augmentation des fonds, quel est l'ordre de grandeur. Si c'est pour passer à 300 000 ou 400 000, ça va être des clopinettes par rapport aux objectifs. Donc, cette question sur le monde HLM, même si je note avec intérêt l'engagement pris sur les reconfigurations globales deuxième vie. Troisième volet, c'est un problème de, j'allais dire, de communication et de vérité sur... On annonce tout le temps plein de milliards, et on ne sait pas combien on a économisé de gaz à effet de serre, voire même de consommation énergétique des bâtiments concernés. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? C'est que les Allemands nous ont fait tout un pipeau sur on a beaucoup réhabilité à Berlin, machin. Puis quand ils font leur bilan, ben, c'est pas si mirobolant que ça. Et d'ailleurs, eux-mêmes s'interrogent sur le rapport entre le niveau d'investissement qu'ils ont mis et les résultats obtenus. Alors, je ne plaide pas pour dire on n'arrivera pas, donc on arrête. Je pense quand même qu'il y a une pédagogie à expliquer. Ben voilà, dans l'année temps, on a mis tant d'argent, on a à peu près gagné tant, voilà les blocages qu'on rencontre. Parce que je crois que nos concitoyens, à force d'entendre des milliards, n'y croient plus. Et pourtant, souvent, on les dépense, enfin millions, milliards, souvent on les dépense. Et deux, ils ont l'impression parfois que c'est le tonneau des Danaïdes. Une fois qu'on a mis l'argent, finalement, ça règle pas grand-chose. Donc, je me demande si dans les visions que vous avez de l'accompagnement politique de ce que la nation fait comme effort, il ne serait pas judicieux d'avoir comme ça une espèce d'observatoire pilote partagé, qui ne soit pas tout le monde braille de son côté en disant c'est pas les bons chiffres, pour essayer de faire progresser en commun le pays. Hein. Parce que par ailleurs, il ne vous a pas échappé qu'on entend tous les quarts d'heure, c'est honteux, la France fait rien. Bon, je ne veux pas soutenir le gouvernement, je pense qu'il ne fait pas assez. Mais néanmoins, la France n'est pas le pire pays à faire rien du tout. Quoi, hein. Au bout d'un moment, ça démoralise les Français. On a toujours l'impression d'être les nuls de chez nuls. Donc voilà ma troisième question. Merci. Sur les copros, moi, évidemment, si on veut massifier la rénovation thermique et énergétique du logement, c'est à travers l'habitat collectif et en particulier l'habitat privé. On connaît les freins. Le premier frein, c'est le reste à charge. Et donc, à travers le pilier performance, la transformation de MaPrimeRénov' copropriété, c'est essayer de diminuer au maximum le reste à charge, en particulier pour les plus fragiles. Le deuxième frein, c'est celui de la vie de la copropriété. Et ça fait partie des sujets qui sont les nôtres. Aujourd'hui, vous le savez, une copropriété, lorsqu'elle doit voter des travaux, c'est une assemblée générale, des quorums, des votes, majorité simple, majorité qualifiée, en fonction de la nature de ces chantiers. Et donc, notre objectif, c'est de simplifier la démocratie de la copro et la loi de 65. Sur le reste à charge, il y a à développer à la fois les aides, mais aussi le soutien bancaire à travers le prêt, l'éco-prêt à taux zéro, le préfinancement, vous le savez, hein, pour
dans une copropriété. Une fois qu'on a voté les travaux et qu'on a créé le compte travaux, il faut l'alimenter à travers les appels de fonds. Aujourd'hui, ce système est évidemment celui qui prévaut, mais c'est toujours pareil, on sait comment ça marche, et si on ne voit pas de début de chantier, ça n'alimente pas l'envie des gens de payer. Et on sait qu'on veut travailler avec le monde bancaire à un préfinancement de ces chantiers pour pouvoir avoir, et c'est vrai pour des opérations d'intérêt national, de toute façon les grands chantiers que l'on doit mener dans les copropriétés de rénovation, de sécurisation, prennent en compte aussi les chantiers de réhabilitation. Il n'y a pas un plan de sauvegarde aujourd'hui ou une opération d'intérêt national hors code qui ne prend pas en compte les questions de réhabilitation énergétique du bâti. Et là, par rapport à la question que vous posiez, Madame la sénatrice, sur avoir une avance, en tout cas une espèce un prêt, voilà. On réfléchit dans le cadre d'un appel à projet France 2030 à un tiers investisseur qui pourrait porter pendant un temps le chantier et permettre ce système avec un remboursement sur les économies d'énergie. Donc ça fait partie des pistes, des modèles que l'on veut tester pour que la trésorerie initiale de la copro ne soit pas un frein au lancement de ces chantiers, mais ça demande à être expérimenté. Alors il y a la version réduite qui n'a pas encore forcément marché, je crois que c'est Madame la Présidente qui l'a évoqué, le prêt avance rénovation tout à l'heure, qui est quand même un système qui pourrait être vertueux. C'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément envie de faire porter sur nos descendants ou au moment de la vente des prêts qu'on aura contractés, mais ça reste un dispositif qui, je crois, mérite d'être mieux présenté par les banquiers qu'est le prêt avance rénovation, parce qu'on est à 34 de mémoire pour l'année. C'est ridicule au regard de l'intérêt. Il y a une très faible mobilisation des banques aussi. Voilà, je pense qu'on a un vrai besoin que les banques informent mieux sur ce dispositif. Il y en a 2 aujourd'hui qui le font, ouais. C'est tout. Bien sûr. Ton micro, non, micro, Marinelle. Un des problèmes qu'on rencontre chez les copropriétaires, c'est pas seulement l'avance, c'est la capacité à payer. Or, en payant en longue durée et en permettant, comme on le fait pour le BRS, de transmettre la charge, alors évidemment, on ne va pas faire 45 ans comme le BRS, il faut que ce soit mais permettre de transférer, si je puis dire, la contribution au remboursement, on a un mécanisme beaucoup plus fluide, avec une responsabilité de la copro elle-même. Moi, je crois que c'est plus simple que, alors quitte à ce que la copro ait un accord avec une banque pour faire ça, ou la CDC si elle a dans certains cas. Mais en tout cas, honnêtement, la succession des aides bancaires aux individus ne réglera pas le problème, parce qu'il y en a toujours un là-dedans qui est interdit bancaire, qui a un machin Bozard, ils sont 3 être propriétaires. Enfin bon, on est devant des mécanismes complexes. Bon, je ne veux pas installer longtemps, mais il y a une expérimentation à Rennes que je peux vous faire connaître, qui a été qui a été fait avec la communauté urbaine de Rennes et des organismes sociaux. Ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille avec l'ANA. Hein, la question de l'aide à la copropriété ou aux copropriétaires font partie des sujets qui doivent être évalués pour avoir le plus d'efficacité possible. Après, les situations d'une copro à 5 n'est pas la même qu'une situation d'une copro à 200, et une copro de gens qui ont un peu d'argent n'est pas la même qu'une copro fragile. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on évalue, et c'est aussi le sens des réflexions que l'on mène sur une éventuelle loi sur la copropriété, l'habitat insalubre et la lutte contre les marchands de sommeil qui me semble nécessaire de porter pour aller plus vite sur ces projets, lever les différents freins qui peuvent encore exister à la réhabilitation d'une copro, et en particulier la rénovation énergétique. Sur le parc social,
Je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment une volonté, bien évidemment, d'accompagner les bailleurs à travers tous les dispositifs possibles, y compris celui des prêts, l'allongement, etc. Mais aussi pour les plus fragiles, de regarder avec eux comment on peut leur redonner un certain nombre de capacités d'investissement, tant pour la production neuve que pour la réhabilitation. La hausse de la livret A a déjà été contenue en février par un fort volontarisme et du gouverneur de la Banque de France et du ministère de l'économie et des finances, même si ça a été porté à 3%, il y a eu quand même on était en dessous de ce qui aurait pu être fait sur le nouveau taux du livret A. Il va y avoir une réévaluation du taux en août sur lequel il faudra qu'on soit attentif. Et là encore, si il devait augmenter, ce qui est aussi l'intérêt des petits épargnants, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Il y aurait nécessité de continuer à accompagner le monde HLM à travers des remboursements plus tardifs ou des allongements des prêts. Pour ce qui est de la transparence et des économies réelles faites grâce aux différents chantiers, vous avez raison, il est important qu'on est en train de faire tous les calculs. La diminution des gaz à effet de serre, et ça, il y a des outils qui permettent d'évaluer notre objectif et la tenue de nos objectifs de diminuer en 2030 puis 2050. Il y a des chiffres que je cite souvent sur les 1,5 million de chantiers MaPrimeRénov' qui ont permis d'économiser à peu près la consommation électrique annuelle de la ville de Lyon, en gros une ville de 600 000 habitants, mais ça demande à être plus scientifique, et moi je partage parce que cette capacité à la transparence de la réalité des économies d'énergie, de la diminution des gaz à effet de serre, c'est une bonne pédagogie pour continuer à financer ces politiques, une bonne pédagogie pour nos concitoyens de se lancer dans ces chantiers, et évidemment pour qu'ils aient aussi la connaissance de l'effet sur leur portefeuille, y compris sur la planète. Donc il y a plusieurs dispositifs et on est en train d'y travailler pour encore plus éclairer à la fois les parlementaires mais nos concitoyens. Oui, Daphné Ract-Madoux. Oui, je vais revenir sur la question du logement social. Alors, comme Marie-Noëlle l'a fait, pas sur toutes les questions financières, peut-être plus sur la question, on va dire, de l'enseignement technique que pourrait représenter l'expérimentation seconde vie, ou l'équivalent, on va dire, chez les grands gestionnaires nationaux de copro, c'est-à-dire les premiers grands chantiers qui vont pouvoir se dérouler pour massifier. Comment est-ce qu'on peut faire le lien pour arriver à en tirer un enseignement après, technique, sur les filières, sur les appels d'offres, sur la manière de procéder, sur les financements, etc., qui servent... Le logement social a toujours servi de laboratoire, souvent au logement dit plus classique. Donc je pense que c'est extrêmement important de savoir comment on peut faire le lien entre ces... Alors, il y a des avancées puisque il y a une pérennisation qui a été annoncée, mais c'est presque trop court. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut une visibilité aussi sur plus que 2024 ou l'année d'après, mais pour pouvoir massifier, parce qu'on sait que l'enjeu est là. Après, je vais revenir sur ma marotte du confort d'été. Le rapporteur aussi. Dès qu'on peut effectivement communiquer sur ce sujet-là, comme on sait qu'il y a plus de Français qui souffrent de la chaleur que du froid, et qu'on a vu que ces éléments-là ne sont pas intégrés suffisamment, à mon sens, même dès le départ du diagnostic, etc., et que pour un certain nombre de sujets, parfois les solutions techniques peuvent être assez simples, mais je pense qu'il faut vraiment changer de paradigme sur cette partie-là, et qu'on arrête de voir uniquement sur le volet hiver et froid, et s'appuyer aussi
on n'a pas beaucoup évoqué aujourd'hui, mais sur toute la structuration dans les collectivités et sur les territoires de structures qui existent à initiative parfois départementale, locale, PNR, ALEC, etc., pour vraiment ne pas réinventer à chaque fois l'eau chaude et pouvoir s'appuyer, ce qui est le cas, hein, parce que je vois sur l'ALEC Essonne à l'heure actuelle, j'ai fait mon bêta-test pour essayer d'aller, voilà, et on est directement relié sur MaPrimeRénov' et sur le conseiller, etc. Donc le lien est fait, mais voilà, qu'on ne le perde pas. Alors, je partage complètement la notion de laboratoire du logement social et la manière dont la seconde vie pourrait être utile aux copropriétés, en particulier probablement les grandes copropriétés, mais pas seulement, sur la manière dont on peut accompagner, chiffrer les rénovations énergétiques. Alors, il y a eu, là le nom m'échappe, dans le cadre du plan de relance, un accompagnement des copropriétés sur une méthodologie simplifiée de la rénovation énergétique. Massy-Rénov', merci. Oui, c'était pour le logement social déjà, Massy-Rénov', pardon. On a été en visiter une... je sais plus où c'était. Mais enfin bon, donc oui, il y a eu pour le logement social, pardon, une expérimentation Massy-Rénov' dans le cadre du plan de relance et qui est aussi utile à d'autres rénovations énergétiques du parc, à la fois dans le privé et dans le logement social. Les rénovations seconde vie le seront aussi. Il faudra qu'on regarde. Il est encore trop tôt, hein, je crois, pour en tirer les enseignements, mais vous avez raison, il faudra qu'on mette ce chantier et ces chantiers à profit. La question du confort d'été, vous avez raison, elle est extrêmement importante. Elle n'est pas aujourd'hui directement dans les étiquettes de la DPE, puisqu'il se concentre, entre guillemets, de regarder les critères de consommation en énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre. Rajouter à ce stade un nouveau critère dans l'étiquette, je ne suis pas certain que ce soit utile, peut-être même un peu du contraire à la lisibilité. Néanmoins, il y a des indicateurs hors étiquette sur le DPE, sur les outils de passifs, de baisse de la température, les brises-vues, les protections solaires, etc. Et puis, dans le cadre de la RE 2020 aussi, il y a un certain nombre de techniques de construction qui peuvent être prises en compte. Et puis, aujourd'hui, nos aménageurs et les EPA peuvent aussi, dans le cadre des programmes qu'ils mènent sur les territoires, avoir des indications spécifiques au confort d'été. Une agence que je connais bien, l'ANRU, qui a lancé Quartier des Résilients il y a une petite année bientôt, est attentif à ces questions-là, des îlots de chaleur, notamment dans les équipements publics, les équipements scolaires. Donc évidemment, le confort d'été, quand on entend le bruit qui est au-dessus de nous depuis le début de cette réunion, est une question extrêmement importante, ou quand l'ancien maire que je suis est en train de faire une information auprès de ses habitants sur que faire en cas de forte chaleur, préparer nos salles fraîches pour accueillir nos seniors. Je n'ai aucun doute sur cette question. Elle est extrêmement prégnante et elle risque de nous occuper. Et on le voit, je parlais des écoles tout à l'heure, on voit à quel point les pics de chaleur qu'on est en train de connaître en ce moment nuit à la qualité de l'enseignement dans beaucoup de nos écoles. Juste, si je peux rajouter une petite remarque. Pour moi, c'est pas rajouter une ligne, puisqu'en fait, si on utilise de la clim, on peut calculer aussi, j'allais dire, le coût énergétique dépensé. Si in fine, la solution, c'est de mettre une clim, qu'elle soit réversible ou pas, électrique, et on n'a pas forcément tout solutionné. Donc, voilà. Non, mais vous avez complètement raison, et vous connaissez ce sujet parfaitement.
et je partage votre analyse. Ça fait partie des sujets, y compris dans le choix des couleurs des peintures, dans le choix des matériaux, sur lesquels il faut qu'on travaille dans le cadre de la ville durable. Ça fait partie des chantiers qui sont les nôtres et sur lesquels les architectes, les urbanistes, les aménageurs doivent chacun prendre leur part, bien évidemment. Alors, peut-être après encore, monsieur le rapporteur, vous avez réuni il y a quelques semaines de cela des diagnostiqueurs immobiliers, je crois. Et vous avez donc annoncé qu'il y aurait un certain nombre de mesures d'ici l'été, bien sûr, pour mieux professionnaliser ce métier, ô combien important, parce qu'on voit aussi qu'aujourd'hui, voilà, il y a diagnostiqueurs et que certains peuvent s'improviser diagnostiqueurs sans avoir eu aucune formation, qu'elle soit initiale ou continue. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus quelles peuvent être les mesures auxquelles vous avez réfléchi et qui pourraient être mises en œuvre? Et ensuite, une question sur les contrôles. Aujourd'hui, comment, d'après vous, peut-on assurer de meilleurs contrôles des travaux de rénovation énergétique, justement pour mieux lutter contre la fraude? Est-ce que pour vous, par exemple, il serait envisageable de mieux coordonner, partager les résultats d'un côté avec MaPrimeRénov', les C2E, et de l'autre côté, le label RGE, dans un souci aussi de simplification, mais peut-être de plus grande efficacité quant au contrôle qui pourrait être réalisé. Et très souvent, monsieur le rapporteur l'a rappelé au cours des auditions, ou en tout cas a posé cette question sur la mise en place d'un contrôle type consuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur effectivement, les diagnostiqueurs ont été réunis dans un webinaire, comme on dit maintenant, pour éviter que leur déplacement en un même lieu est un bilan carbone désastreux. Moi, je leur ai rappelé leur obligation d'exemplarité. Je pense qu'il y a vraiment... vous l'avez dit dans votre propos introductrice, Madame la Présidente, c'est insupportable d'avoir sur un même logement des diagnostics contradictoires, des diagnostics qui démontreraient post-travaux qu'on n'a pas monté en étiquette mais qu'on a baissé. Donc ils ont une obligation. Un diagnostic, ça se fait pas pour une somme dérisoire en quelques minutes, ça prend du temps. Et donc il est extrêmement important, et c'est pour ça qu'au-delà de ce webinaire, on travaille sur la formation initiale pour obtenir la certification, et on travaille avec l'ensemble de cette filière, si j'ose dire. On renforce la formation initiale, on participe à la possibilité d'avoir des formations de courte durée à travers des outils là aussi numériques, des MOOC comme on dit maintenant. Il faut homogénéiser aujourd'hui, il y a une fiche qui permet évidemment aux diagnostiqueurs de répondre de manière homogène aux questions. Il y a une fiche à destination du propriétaire pour qu'il sache ce qu'est un DPE et quelles sont les questions qui sont posées pour que, le cas échéant, si on arrive à un résultat qui paraît improbable, incompréhensible, le propriétaire puisse se retourner et indiquer le risque auprès de l'agence France Rénov', par exemple, pour que dire voilà, j'ai fait appel à ce diagnostiqueur, je suis très étonné du diagnostic de mon logement, il est contradictoire avec le diagnostic qu'a fait mon voisin, enfin que sais-je, et je pense qu'il est extrêmement important, et donc il faut et ça a été dit à la filière de diagnostic, renforcer aussi les contrôles, vous avez raison, et les surveillances post-chantier, et donc ça fait partie des sujets qui sont à l'œuvre. Pour ce qui est de la fraude en général, enfin, je l'ai dit dans mon propos liminaire, si on veut que ces dispositifs soient crédibles et utiles, il faut faire de la fraude un ennemi. On a eu des fraudes quasiment mafieuses sur un certain nombre de programmes. C'est pour ça aussi que par moment on a eu des difficultés avec des réponses de l'ANA qui ont pris plus de temps parce qu'il a fallu s'organiser contre ces fraudes. On a aussi par moment, et c'est pour ça que l'accompagnateur Rénov' est extrêmement important,
des mandataires qui sont, alors pour certains, de qualité, et c'est très bien, et ça permet aux particuliers qui a une somme de chantier de faire appel à un mandataire qui va diriger les travaux, choisir avec lui les différents artisans qui réaliseront les travaux. Mais on a aussi des mandataires qui ont fait appel à des entreprises de piètre qualité, et donc ça a obligé l'ANA, après contrôle, à vérifier que la réalité des travaux ont bien été réalisés. Donc on a vraiment un objectif extrêmement ferme de lutte contre les fraudes. On a un travail que l'on mène avec la CAPEB, avec la FFB, sur les entreprises et la qualification RGE, parce que évidemment on a besoin d'entreprises avec la qualification pour avoir ce niveau de qualité. Moi, je suis, et je l'ai déjà dit, favorable à l'expérimentation qui a été lancée à la demande de la CAPEB et suite aux assises du bâtiment, de la labellisation par chantier. Vous savez, une entreprise qui aura fait un certain nombre de chantiers réussis de rénovation énergétique, de mémoire c'est 3, après contrôle, pourrait obtenir sa qualification RGE. Je pense que c'est une bonne méthode, cette qualification au chantier, sous réserve qu'on soit en capacité de contrôler la qualité des travaux qui ont été faits. En tout cas, cette expérimentation a été prolongée dans le cadre des assises du bâtiment, et en principe, on doit refaire une réunion des assises avec Bruno Le Maire fin juin, début juillet, pour voir si cette méthodologie serait conservée par la suite. Oui, merci. Non, je voulais peut-être quelques précisions sur le DPE, parce qu'il y a des... c'est vrai qu'on voit, puis vous l'avez dit, ça devient un dispositif très central, en tout cas dans les politiques qu'on met en place, puisqu'on se base sur ce DPE et sur du coup l'évolution de ce DPE. On voit qu'il y a des évolutions. Je pense que l'ensemble des acteurs qu'on a pu auditionner, même s'il y a des remarques, etc., sur le DPE, je pense que le message était plutôt de dire arrêtons de changer, et donc plutôt confortons quelque chose, mais par contre essayons de l'améliorer, de le réorienter. C'est vrai que la question du confort thermique d'été qui n'est pas pris en compte, je pense que c'est quand même une problématique, et ça va avec aussi le bâti ancien ou traditionnel, et en tout cas tout ce qui peut être matériaux biosourcés qui sont absolument pas intégrés, en tout cas qui sont dévalorisés dans le DPE, et qui posent une vraie question, parce que du coup c'est des matériaux qu'on pourrait utiliser justement sur l'ancien, qui ont un intérêt sur le confort thermique d'été, et pourtant qui du coup sont clairement défavorisés dans les DPE. Donc je pense qu'il y a est-ce que du coup il y a quand même une réflexion pour faire évoluer ce DPE et peut-être le rendre encore plus précis et performant. Et ensuite j'avais une question, parce que c'est vrai que sur la question de la fraude, ce qu'on peut voir en fait dans la question de la fraude, c'est comment la fraude arrive. En fait, elle bénéficie toujours sur des gens qui n'ont pas l'information, qui ne connaissent pas trop ce qu'ils ont à faire, et du coup qui se font abuser, quoi. Et sur la question de la rénovation thermique, c'est exactement ça. Enfin, on a des gens d'ailleurs qui n'avaient même pas pensé agir sur la rénovation thermique ou sur un changement de chaudière, et c'est via en fait des entreprises peut-être parfois peu scrupuleuses, en tout cas, qui viennent les démarcher et qui vont leur proposer tel ou tel dispositif. Et donc je me dis qu'en fait c'est pour ça que je revenais sur l'accompagnateur Rénov', à quel moment il intervient. Je pense que plutôt en fait on permettra aux propriétaires d'avoir l'information, de savoir comment est leur logement, est-ce que je suis dans une passoire thermique, est-ce que je suis A, B, C, D ou E, et la plupart du temps on ne le sait pas, et du coup qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour progresser. Et donc ma question, elle était plutôt de savoir si le DPE, que je trouve un outil plutôt intéressant, qui en plus donne des orientations de travaux et de priorisation des travaux quand on fait un DPE, est-ce que la question de la généralisation de ce DPE pourrait être quelque chose, en tout cas, d'envisager. Je pense notamment, enfin, si on fait le parallèle avec le contrôle technique des voitures, tout le monde a son contrôle technique, sait où est sa voiture, et puis avec une périodicité, voilà. Et c'est vrai que là, actuellement, il n'y a pas d'obligation d'avoir, sauf à la vente, sauf à la location, il n'y a pas d'obligation d'avoir de DPE. Donc même si on fait des travaux, même si on change sa chaudière, on n'a pas d'obligation d'avoir de DPE. Et donc du coup, ça revient aussi à ce que disait
Marie-Noëlle Lienemann, sur la visibilité de ce qu'on peut mettre, parce que je pense que le fait d'avoir un DPE généralisé, ça permettrait d'avoir une visibilité complète sur l'ensemble des logements, et ça permettrait de voir l'évolution à chaque fois, de savoir, voilà. Et donc soit de le rendre obligatoire en fonction des aides, soit peut-être de le généraliser avec des échéances, mais il me semble que ça pourrait être en tout cas un élément qui permet d'avoir une visibilité sur les politiques qui peuvent être mises en place et sur l'évolution de ces politiques, et puis surtout qui permettrait quand même d'avoir un minimum d'informations auprès des propriétaires, de se dire voilà, je suis, je sais pas, en passoire thermique, je suis en G, je sais les grandes orientations, je sais qu'il faut peut-être plutôt que je fasse de l'isolation par l'extérieur, mes combles et mes fenêtres, et ensuite la chaudière, mais j'ai au moins ces informations-là qui m'évitent justement de tomber ensuite dans tout ce mécanisme de fraude, ou en tout cas d'abus qui peut y avoir. Donc voilà, du coup, voir un petit peu cet aspect-là, si c'est quelque chose qui avait été, en tout cas, envisagé ou évoqué. Alors, je redis un mot sur la fraude en général, parce que vraiment, c'est pour nous une grande préoccupation, et dans les campagnes de pub, hein, on le redit, il n'y a pas de démarchage ni par l'ADEME, ni par l'ANA, etc. Et c'est important qu'on le redise à nos concitoyens. Le seul accompagnement, et c'est celui qui vaut, c'est celui des conseillers France Rénov' et des accompagnateurs Rénov'. Et je pense que c'est important qu'on le partage. On va lancer une campagne de publicité à la rentrée sur ma prime Rénov' et ces deux piliers, qui redira la seule porte d'entrée, c'est celle-là, et n'écoutez pas les publicités, etc. Et on y est très, très attentif, parce que sinon on va perdre en crédibilité. Ensuite, sur le DPE, il a évolué en juillet 2021 de mémoire. Je pense qu'il est utile de ne plus le faire évoluer à ce stade, parce que le faire à nouveau évoluer poserait des questions sur les DPE et les étiquettes existantes. Je pense que maintenant, il faut de la stabilité. Les critères qui ont été revus et consolidés sont fiables, ils sont le plus objectivés possible. Le chauffage au moment de l'étiquette, l'isolation et un certain nombre de sujets qui ont été mis en place au moment de sa réforme en 2021. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on soit extrêmement vigilant auprès des diagnostiqueurs sur l'homogénéité de leur travail, et il faut qu'ils soient vraiment très très clairs sur ce travail, et on les a rappelés à l'ordre lors de ce webinaire. Je crois qu'ils ont entendu, et que c'est leur souhait d'avoir une moralisation de leur travail, pour que ils aient le plus de crédibilité possible. Ensuite, je partage assez ce que vous dites sur cet outil extrêmement vertueux qu'est l'étiquette, quelle que soit, enfin, en tout cas dans celle qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on s'arrête devant une agence immobilière, une des premières choses qu'on regarde avant de regarder les photos, c'est le coin en bas avec les étiquettes, pour voir la qualité du logement qu'on souhaite louer ou acheter. Nous, on est encore en phase de réflexion par rapport aux deux piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure, pilier efficacité. J'ai le sentiment que si on veut être complètement équilibré dans nos choix, on a besoin au moins d'avoir une étiquette pour savoir d'où on part et où on va. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, mais vous avez raison, c'est une vraie question qui se pose. Pour ce qui est du critère performance, dans la mesure où il y a un diagnostic, un accompagnement, il y aura connaissance d'une étiquette du logement avant et après. Sur la partie efficacité, c'est pas rendu obligatoire en tant que tel à ce stade de la réflexion, mais j'y suis pas a priori hostile. Bien évidemment, il y a la question du coût qui se pose, et de qui porte ce coût, même s'il peut paraître peu important au regard du chantier, il existe. Mais j'entends, et vous avez
peut-être raison. Avoir un diagnostic obligatoire, systémique pour tout le monde, voilà, je n'ai pas de réponse à ce stade. Moi, j'ai vu et l'ADEME et le CSTB ont des outils numériques et cartographiques qui permettent d'avoir des visions des villes avec, je ne sais pas si vous avez vu, hein? Ah, pas seulement avec les caméras, pas seulement avec les caméras thermiques, hein, mais c'est vraiment avec tous les DPE déjà connus. Ils ont cartographié et c'est vraiment un outil remarquable. D'abord parce que c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand plusieurs voisins ont déjà vendu et ont fait le DPE, et tout ça a été recollé à la fois par l'ADEME et le CSTB, et ça donne déjà une belle indication d'un certain nombre de territoires sur le niveau des tickets et une connaissance de la ville. Donc je continue à penser que le DPE est un outil extrêmement intéressant pour mesurer, comme ça a été indiqué tout à l'heure par vous, l'évolution de nos villes et l'évolution vertueuse en amélioration énergétique. Juste une question complémentaire, ce que qui est en lien avec ça, c'est que avec le DPE, je pense que va aussi la question du carnet de santé ou du passeport du bâtiment, et ça aussi, enfin, du coup, le fait d'avoir à chaque fois une visibilité sur le classement du bâtiment, les travaux qui ont déjà été faits, les travaux qui restent à faire, et que du coup ça suive en tout cas la vie du bâtiment, permet aussi, bon, à la fois sur la question des fraudes, mais aussi d'avoir cette visibilité sur l'avancée des travaux et d'avoir plutôt ce parcours justement vers de la rénovation globale aussi. Oui, moi je trouve que c'est une bonne méthode d'avoir ce carnet de santé du bâtiment, comme un certain nombre d'organismes le proposent. Je pense que c'est au fur et à mesure qu'on va avancer de la somme des diagnostics, je crois qu'on arrive pas très loin de ça, oui. Surtout sur la filière bâtiment, parce que il y a plusieurs préoccupations. Est-ce qu'on a évalué quelles étaient les filières qui pouvaient être consolidées pour du Made in France? Dire en clair, dans l'ensemble de nos filières qui vont se développer avec la réhabilitation, notamment les biosourcés, etc., comment on peut organiser le développement de vraies filières Made in France et de filières locales en fonction des qualités possibles de chaque territoire. La deuxième étant aussi l'observatoire des prix, car on sait que tendanciellement, quand on subventionne tel et tel mécanisme, on observe quand même assez souvent en corrélation une hausse des prix qui, quelque part, s'adapte à la subvention de la demande. On l'a observé dans pas mal de cas. Est-ce qu'il y a un observatoire peut-être avec la DGCCRF, qui permet d'évaluer l'évolution des prix? Alors on va nous dire les matières premières augmentent, etc. Mais on l'a vu sur les fenêtres. Quand il y a eu l'aide aux fenêtres, il y a eu une augmentation du prix des fenêtres qui n'avait rien à voir avec la guerre en Ukraine, etc. Donc c'est comment on fait des filières françaises. J'ai vu que le gouvernement semblait intéressé sur les pompes à chaleur. Comme on parle d'industrie verte, c'est peut-être quand même un sujet à prendre en compte. Évolution des prix pour que les subventions ne soient pas absorbées par artificiellement une hausse des coûts des matériaux et des produits. Alors, vous avez complètement raison. Il y a plusieurs sujets dans votre question. D'abord, vous le savez, hein, la RE 2020 favorise évidemment l'emploi de matériaux bas carbone ou favorisant le stockage du carbone. Et puis, il y a des objectifs d'utilisation de matériaux biosourcés notamment. Et pour y arriver, l'intérêt, c'est de créer une filière la plus franco-française possible pour répondre à ces besoins. Le gouvernement soutient depuis de nombreuses années et essaye de développer un certain nombre de filières, notamment la filière bois, qui est toujours en cours, et puis un certain nombre... Pardon ? Sujet compliqué, mais sur lequel il ne faut pas renoncer.
Au contraire, tout en étant attentif aux problématiques de construction, de respect des normes incendie, etc., qui sont aussi au cœur de nos travaux. Et puis, voilà, et puis sur l'effet aussi de la construction hors site, qui permet aussi de valoriser ces filières. Mais pour y arriver, il faut qu'on ait une production, notamment de bois biosourcé, plus importante. En tout cas, il y a un appel à projet dans le cadre de France 2030 sur cette filière bois avec Christophe Béchu et Marc Fesneau. On a plusieurs fois été à la rencontre des acteurs de ces filières et on croit à son développement de l'amont à l'aval. Et on va continuer à le faire. On a aussi des sujets autour du béton bas carbone. Et là encore, des entreprises françaises sont extrêmement dynamiques sur cette question-là. Alors avec des sujets extrêmement techniques de laitance et de fabrication du béton et entre des entreprises françaises et non françaises, chacun nous explique qu'ils sont le béton le plus bas carbone possible. C'est forcément les Français qui ont raison. En tout cas, je le crois. Mais en tout cas, on a ça. Et puis, vous le savez, on travaille sur un carbone score, un peu sur la méthode du Nutri-Score, si j'ose dire, qui va complètement dans l'esprit de la RE 2020 pour pouvoir avoir et compléter le carnet de santé de l'immeuble, mais là pour le neuf, avoir un état des lieux et pour les entreprises de choisir des matériaux plus qu'un autre en fonction de leur bilan carbone. Mais ça nous oblige à continuer à travailler, continuer à structurer la filière. Vous avez raison, hein. Aujourd'hui, si toutes nos pompes à chaleur viennent de Chine ou de pays asiatiques, ça aurait un effet, et il est important, mais je crois que nos grandes entreprises y travaillent dans l'évolution des modes de chauffage et de la baisse de consommation des gaz à effet de serre, à être à la pointe, à développer différents packs de qualité, que ce soit pour du petit ou des grands ensembles immobiliers, et aussi, puisque ça a été un sujet, sur la question du confort d'été, même si il faut pas se contenter de se dire qu'il fera bon parce qu'on aura fait tourner la pompe à chaleur pendant tout l'été et qu'on aura consommé beaucoup d'électricité. C'est aussi par des moyens passifs qu'il faut se protéger du soleil. Plus de questions? Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On a fait le tour avec un large Merci à vous, c'était très intéressant. Merci pour vos réponses. J'ai fait de mon mieux Oui. et s'il y a des manques, voilà, revenez vers nous. On rendra notre rapport en commission d'enquête à la fin du mois de juin et la publication officielle première semaine de juillet. Voilà. Bonne fin de journée à tous.